Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise Lululemon, entreprise qui a corrigé en bourse récemment. C'est pour ça que j'en viens en parler parce qu'elle est passée dans pas mal de médias spécialisés et j'ai eu des questions dessus parce que la valorisation est en train de se compresser. On va regarder dans cette vidéo tout d'abord ce que fait l'entreprise rapidement et ensuite les chiffres et la valorisation. On va faire du quantitatif, rentrer dans les documents financiers officiels, etc. À savoir que le titre est connu parce qu'il a eu une excellente performance si vous regardez ici depuis avant 2010 avec un retour sur investissement de même plus de 300%, donc un x4 en 10 ans ici au niveau de ma souris. Par contre, depuis 5 ans, le business, eh bien, il fait plus grand chose. On a même fait moins 12% là depuis 5 ans. Donc essayez de comprendre ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise, des valorisations dans le temps pour expliquer cette très bonne performance sur le long terme et moins bonne performance sur 5 ans. Donc Lululemon Athletica, c'est une entreprise canadienne fondée en 1998 et ils conçoivent et vendent des produits de sport technique, notamment pour le yoga, la course, etc. Ils ont été connus au départ pour leurs leggings, mais ils font pas mal d'autres choses, chaussures, accessoires, t-shirts, bref, CF, le site internet d'ailleurs qu'on peut aller voir ensemble s'il s'ouvre, voilà. Et vous voyez qu'ils font même de l'équipement pour le golf, ils ont des ambassadeurs, donc ils font du marketing. Aussi les produits qui les ont rendus connus, notamment les leggings, mais on voit qu'ils ont bien étendu leur gamme de produits. Ils ont plus de 700 magasins dans 18 pays et ils sont aussi très présents sur l'e-commerce et ils ont une communauté active. Ils font des événements, ils ont aussi des ambassadeurs, donc plutôt du marketing et de la communication assez normale pour la vente de prêt-à-porter. Dans cette vidéo, on va faire du quantitatif, je tiens à le dire, surtout les chiffres, mais ne pas oublier le qualitatif. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une entreprise qui a un produit, ce produit peut avoir un attrait client, mais il y a aussi de la compétition. Donc aller voir la concurrence, comprendre s'il rencontre une difficulté passagère, quel est le potentiel du business sur le long terme, et tout ça on en reparlera en conclusion bien évidemment, puisque j'aime bien toujours rappeler que les chiffres ça ne fait pas tout. Mais du coup, avant, passons aux chiffres, essayons de comprendre cette baisse. Donc je vais vous amener directement dans les documents financiers. D'abord les annonces qui ont été faites et ensuite directement dans le 10Q. Donc sur le premier trimestre 2025, l'entreprise a publié le 5 juin et ils ont annoncé une augmentation de leur chiffre d'affaires de 7% en 12 mois glissants et en vente comparable à 1%. Alors je suis allé chercher ce qu'ils entendaient par vente comparable et en fait c'est en comparant les magasins qui ont plus d'un an de ce que j'ai compris, et ce qui est assez cohérent parce que si on ouvre des nouveaux magasins, on va augmenter le chiffre d'affaires puisqu'on a un nouveau point de vente. Mais par contre on voit que les ventes sur les magasins existants, donc en fait en comparant les ventes d'une année à l'autre, là on est à 1% et forcément ça n'a pas dû plaire au marché de voir ça. Aux États-Unis, c'est où on a le plus, entre guillemets, de ralentissement sur la croissance. On n'est pas encore en décroissance au niveau du chiffre d'affaires, mais c'est quand même bien ralenti. On ira voir après ce qu'ils ont fait historiquement. D'ailleurs, on peut peut-être aller voir maintenant comme ça sera fait. Et par contre, au niveau de l'international, ça va mieux. Et si vous prenez les ventes comparables, donc ce qu'on parlait juste avant là aux États-Unis, eh bien, on est en baisse. Donc forcément, ça n'a pas dû plaire au marché. Et on va aller voir la croissance historique du coup de l'entreprise, comme je vous le disais. Et effectivement, là, sur 10 ans, ils ont 20%, 19% pardon, de croissance par an en composé sur le chiffre d'affaires. Donc, bah oui, effectivement, je comprends mieux. Le gros ralentissement doit impacter l'entreprise en bourse, puisque bah, tous les modèles de projection ne sont plus viables si on a un ralentissement de la croissance et il faut ajuster ça à la baisse. On reviendra sur les valorisations et tout plus tard. Je continue sur mon document, je me perds. Ensuite, donc, ils ont racheté des actions, de toute façon, ça on ira le voir plus tard, mais c'est à noter. Ils ont ouvert 3 nouveaux magasins et ils ont 770 magasins du coup. Ils ont 1,3 milliard de cash et de cash équivalent en stock. On ira voir la dette en face et les flux de trésor dispo, voir s'ils brûlent du cash ou pas. L'inventaire est en train d'augmenter, donc ça explique certainement un ralentissement des ventes. Maintenant, il faudra aller voir si c'est que eux ou si c'est tout le marché. J'ai un petit peu ma réponse parce que je sais que Nike va plutôt mal aussi. On avait fait des vidéos sur Nike. Et ensuite, donc au niveau des prévisions, il nous prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 7 à 8% là sur le deuxième trimestre en comparant au trimestre de l'année d'avant. Donc ils ont l'air de nous maintenir qu'il y aura une croissance entre guillemets beaucoup plus modérée de ce qu'il y a pu avoir historiquement. On va passer directement dans le 10Q et après on ira voir tous les graphiques. Donc si je vous amène directement dans les finances, on retrouve le 1,3 milliard de cash et cash équivalent. On a quand même beaucoup d'inventaire. Il va falloir l'écouler. Et c'est quand même à noter parce que c'est de la marchandise qui va être vendue. Ensuite, on va aller voir directement le compte de résultat. Donc, l'entreprise gagne encore de l'argent. Elle a des marges nettes positives.
On voit le chiffre d'affaires qui a augmenté, mais effectivement, pas tant que ça si vous le faites en pourcentage. Et ils ont l'air d'avoir tenu leur marge brute, j'imagine, parce qu'on voit qu'au niveau des coûts de fabrication directement liés à la production et à la vente des produits, donc les cost of goods sold, ça n'a pas tant augmenté que ça. Plutôt une bonne nouvelle. On ira voir les marges brutes, bien évidemment, plus tard. Et je voulais voir les flux de trésor. Donc, l'entreprise, cash issu des opérations, on est en négatif. Ok. Donc l'entreprise a brûlé du cash sur ce trimestre et ils ont investi des capex, il y en a, mais ça ne me choque pas. Par contre, ça fait le trimestre d'avril 2024 et ensuite la mai 2025, donc les deux trimestres finissant, donc les deux premiers trimestres. Dans les deux cas, on était en flux de trésorerie disponible négatif. Et j'imagine qu'ils ont, oui, ils ont des stock-based compensation qui donnent des actions aux employés, à la direction. Donc en plus, c'est réintégré. Si on les enlève, c'est encore pire. Et donc j'imagine que la position en cash, elle a baissé dans le temps. Ok. Bon, à voir si c'est que du court terme. On va aller voir ce qui s'est passé sur plus longtemps qu'il y a un an ou deux, essayer de comprendre. Comme on le disait, le chiffre d'affaires, on l'a regardé un peu plus tôt dans la vidéo, il est toujours en croissance, mais la croissance a clairement ralenti. C'est-à-dire que là, vous voyez, comme je vous le disais, sur 10 ans, on est à 19% par an de croissance. Et si je nous mets que sur les 3 ans, eh bien, on a ralenti. Et ensuite, 2 ans, le ralentissement est vraiment là. Et sur un an, on est passé sous les 10% de croissance. Je vais vous mettre le net income, voir s'il suit. Donc, dans le long terme, il a tendance à suivre. On voit que ça avait baissé un petit peu là en 2023. Mais ça va être plus facilement représenté dans les marges. Marge brute. Alors, on va se la mettre ici. Elle a légèrement augmenté dans le temps, là sur 10 ans, mais globalement, ils ont quand même une capacité à fixer les prix. Je pense que c'est quand même du milieu de gamme qui vendent. D'ailleurs, on peut aller le voir ensemble. Enfin, c'est pas je pense, c'est je le sais que leurs produits, ils les vendent cher. Vous voyez, ici, on va prendre au hasard un genre de short, a priori. Il est à 84 $. Donc voilà, c'est quand même du bon milieu de gamme. Ici, vous avez un polo à 98 $, un pantalon à 128 $. Donc, je comprends qu'ils aient des marges brutes quand même assez élevées parce qu'ils vendent leurs produits chers. Par contre, on va aller voir les marges nettes et flux de trésor parce qu'évidemment, il y aura des dépenses en marketing. D'ailleurs, je suis sûr qu'on va les retrouver déjà ici. Ouais, vous voyez, regardez. Le marketing ici qui est dans le SG&A, vous êtes à 3,8 milliards pour 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc, en gros, pas loin de 35 à 40% qui passent dans le SG&A. Donc oui, il y a des dépenses, bien évidemment, en marketing pour faire ces ventes. Ce qui va nous faire baisser les marges. Par rapport aux marges brutes, j'entends, et vous le retrouvez ici, marge nette. Et ben, c'est pas si mal que ça quand même. Hein. Pour une entreprise qui vend des produits physiques, on se balade sur une médiane, là, sur 10 ans, à 14%. Et la médiane sur les flux de trésor est à 10%. Et d'ailleurs, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, si je nous mets en trimestriel, on va le voir, je pense, yes, on est repassé sous les zéros. Si vous regardez en 12 mois glissants, il y aura toujours certainement un price to free cash flow parce qu'ils n'ont pas brûlé de cash les trimestres d'avant. Par contre, si je vous mets en trimestriel, vous constatez qu'effectivement, là, sur le trimestre affiché à l'écran, on a eu une marge sur flux de trésor négative parce qu'ils ont brûlé du cash. Je vais nous remettre en 12 mois glissants. On va aller regarder tout ce qui est cash dette pour voir quand même qu'il n'y ait pas trop de problèmes dans le bilan. On va mettre tout le cash, la dette long terme, on va la mettre ici. Il n'y en a pas. Et la dette court terme non plus. Il y a du over liabilities, c'est très certainement lié à l'immobilier. Si on va voir directement dans les documents, on va chercher, donc on a dit les non-current liabilities, et vous voyez ici, en fait, oui, c'est pratiquement que des leases. Donc c'est logique, puisque ils ont des magasins. On va continuer. Donc on se disait total cash, du coup la dette on est hyper propre. On va se remettre en 12 mois glissant. On sait aussi du coup qu'ils nous font du rachat d'actions, puisqu'on l'avait lu un petit peu plus tôt dans le document, je me rappelle. On va aller dans le cash flow statement le chercher. Alors il y a la stock-based compensation à les réintégrer. On va se l'afficher, mais je pense que c'est pas beaucoup en pourcentage. Ici, vous avez notre rachat d'actions et ils n'ont pas l'air de payer de dividendes. Donc si on se remet sur notre graphique, effectivement, vous retrouvez qu'une grosse partie des flux de trésorerie sert à racheter les actions. Donc c'est du retour sur investissement pour l'investisseur et je comprends qu'il fasse ça par rapport à un dividende puisque d'un point de vue fiscal, c'est quand même intéressant. Et rien à dire, par contre, juste ils réinvestissent en marketing, mais je pense que s'ils commencent à racheter massivement des actions, c'est un, qu'ils estiment peut-être que leur titre est quand même sous-évalué, et de deux, à un moment, ils savent peut-être
plus quoi faire de l'argent. Ils continuent à ouvrir des magasins, ils ont des dépenses en marketing, mais si la direction estime que la croissance du chiffre d'affaires de 20%, dépenser plus d'argent, ça va pas permettre de le tenir. Peut-être qu'en fait, l'entreprise est en train de passer sur une phase plus mature de sa courbe en S, vu qu'on a eu une grosse accélération sur le chiffre d'affaires, et ça peut tout à fait se comprendre. Et peut-être que du coup, dans vos modèles de projection, vous déciderez de mettre beaucoup moins de croissance dans le futur sur ce business, puisque évidemment, il y a un moment, une entreprise va venir à être plus mature si elle continue pas à innover ou si tout simplement elle a pris une part du marché assez grosse et qu'elle peut pas vraiment en prendre plus. Mais rien à dire d'un point de vue du bilan. L'entreprise récemment, le seul point qu'on pourrait dire, c'est qu'elle a commencé à brûler un petit peu de cash. Pas en 12 mois glissants, ça se voit pas encore, par contre ça se voit en trimestriel. Et est-ce que c'est un gros souci ou c'est quelque chose de passager? Et ben là on revient à ce que je vous disais tout à l'heure et il faudra en reparler en conclusion. Il faudra aller voir le qualitatif. Est-ce que le business est en train de perdre des parts de marché? Est-ce qu'ils se font rattraper par la concurrence? Est-ce que leur produit n'est plus à la mode? Est-ce que c'est tout le secteur qui souffre? Je sais que le consommateur souffre en ce moment à travers le monde, notamment en Asie, même un petit peu aux États-Unis clairement. Et il est très possible que ne ce soit que passager. Mais ça, c'est vos convictions et vos recherches qui vous permettront de le déduire. Et c'est propre à chaque investisseur. Ici, ce qu'on fait, c'est surtout de l'analyse des chiffres. On va regarder maintenant les valorisations pour finir cette vidéo. Prix par rapport au chiffre d'affaires, il a compressé. On est sur des niveaux historiquement bas. Si vous regardez la médiane sur le price to sales, donc le prix par rapport au chiffre d'affaires, on est à 5,28 et récemment on a fait un point à 3. Donc l'entreprise ne se paye pas cher historiquement et c'est totalement cohérent puisque on a vu que les marges étaient en train d'un petit peu compresser. On va retourner les voir ensemble. On voyait que la marge sur flux de trésor est clairement en train de baisser, même en trimestriel on est passé en négatif et vous avez le chiffre d'affaires, la croissance qui est aussi en train de ralentir. Donc c'est normal que le business s'échange moins cher et on commence à comprendre la baisse du titre en bourse. C'est-à-dire que vu que ça fait quelques trimestres quand même où on a vu le chiffre d'affaires qui a ralenti fortement, puisque si je vous mets, regardez, on va le refaire ensemble, c'est hyper intéressant pour essayer d'expliquer la baisse. Si je vous mets la croissance jusqu'à 2022, à partir de 2015, vous voyez qu'on a une croissance annuelle composée de presque 20% par an. Maintenant, si je vous mets de 2025 à 2023, donc de 2023-2025 plutôt, vous voyez qu'on est à 12%, et comme je vous le disais, sur un an, sous les 10%. Donc c'est hyper cohérent que l'entreprise est corrigée depuis 2 ans, et ça se retrouve dans les valorisations, et c'est plutôt sain, puisque le marché ne veut pas payer aussi cher, vu qu'il y a moins de croissance. Maintenant, si la croissance repart et que les marges remontent, il y a peut-être une sacrée opportunité. Mais il va falloir être à l'aise à se convaincre que le chiffre d'affaires va repartir en forte croissance. Et ça, on en reparle en conclusion. Juste pour finir la vidéo, le PER, de la même façon, on a une médiane historique à 44 et on vient de faire un point autour des 18 là sur le trimestre précédent. Et il faudra regarder avec les derniers chiffres publiés. Vous pourriez le faire à la main si vous voulez directement avec les chiffres. Mais globalement, on est sur un PER qui est historiquement bas. Et le price to free cash flow, alors en 12 mois glissants, on va encore le voir, mais on a vu qu'ils viennent de passer en flux de trésorerie disponible négatif. Donc je pense qu'il ne serait pas trop exploitable de cette entreprise. Il vaut certainement mieux la regarder sur un PER parce qu'on a vu que les marges nettes étaient bien plus stables. Je vais arrêter la vidéo, j'écris ma conclusion et je vous retrouve pour qu'on la fasse ensemble pour finir cette vidéo. Ok, donc petite conclusion. Si la baisse est due à la macro, c'est-à-dire j'entends la faiblesse du consommateur en ce moment, acheter des marques d'habits de sport haut de gamme quand le consommateur va mal, notamment comme on le disait en Asie et dans pas mal d'autres zones géographiques d'ailleurs, eh bien je comprends tout à fait qu'on ait une baisse momentanée et donc du coup que ça corrige en bourse, ce qui peut ouvrir une opportunité. Maintenant le deuxième cas possible, et là il va falloir faire de la recherche fondamentale et se forger sa propre opinion, si c'est plus lié au fait qu'il y a de la concurrence, que la marque a peut-être moins d'attrait auprès de ses clients, qu'il faut revoir le marketing, et bien là, peut-être qu'on a un problème plus profond. Et c'est où va se limiter en fait ma conclusion et mon analyse. Personnellement, je ne comprends pas du tout le secteur des vêtements. Je ne suis pas du tout le client cible. Je ne vais pas aller acheter du Lululemon ou des autres marques de sport comme ça. Donc j'ai du mal à comprendre leur marketing et j'ai aucun avantage compétitif à comprendre si Lululemon c'est mieux ou moins bien que Nike. Alors par les chiffres, je peux dire qu'il y a eu plus de croissance dans le passé, mais il y a un moment pour faire mes projections sur les prochaines années, là j'ai aucun avantage compétitif et c'est là que se limite mon analyse. Par contre, si ce n'est pas une baisse au niveau du quantitatif, donc ralentissement des chiffres d'affaires, baisse des marges, etc., si ça ce n'est pas dû au fait que la marque a moins d'attrait, mais si c'est dû à la macro, alors là, rien à dire et il y a peut-être une opportunité. Et si je regarde historiquement, les chiffres sont bons, l'entreprise a été bien gérée,
C'est assez propre au niveau du bilan, même si, attention, on a vu qu'ils avaient brûlé un tout petit peu de cash le trimestre dernier. Et si les difficultés ne sont que passagères, je pense que cette correction au niveau des valorisations, elle est logique, mais peut-être que ça ne durera pas et ça peut très bien repartir. Mais là, seule votre analyse entière vous le dira, et personnellement, je ne peux pas vous en parler plus et je ne peux pas rentrer sur l'entreprise personnellement parce que je ne comprends pas le business, parce que j'ai aucun avantage compétitif là-dedans. Qui plus est que l'entreprise, elle est déjà dans les plus gros indices, notamment Nasdaq et S&P 500. Donc dans tous les cas, via les ETF, on s'y expose aussi. Si la croissance du chiffre d'affaires et les marges, notamment les flux de trésorerie disponibles, arrivent à remonter la pente, je comprends clairement que le dossier intéresse. Je sais qu'il est passé dans les médias, j'ai aussi reçu 2 messages qui m'en parlaient. Et c'est un dossier que je voulais traiter depuis assez longtemps parce qu'on avait déjà fait Nike sur la chaîne. Et vu que le consommateur souffre en ce moment, je sais que tout le secteur est en difficulté et il y a peut-être des choses à faire pour les personnes qui veulent, les entreprises qui ont quand même du flux de trésorerie disponible qui est là, en tout cas historiquement. Ici, ils rachètent des actions. Je sais qu'il y a d'autres gros concurrents qui sont connus aussi pour payer des dividendes. Et donc, je comprends que ça puisse clairement intéresser. C'est pour ça que je tenais à vous en faire une vidéo. En tout cas, j'espère que l'analyse vous aura intéressé. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et je vous souhaite une excellente journée à tous.